Si vous écrivez au maire pour lui dire bon, on n'est pas très content, c'est de la poésie, c'est de la flûte, ça n'a aucun impact, vous n'aurez toujours que 2 mois. La seule décision que vous pouvez contester, c'est celle qui autorise le projet. Il n'est pas en mesure de nous dire s'il y a des nouveaux risques connus, donc ça veut dire qu'il y a des anciens risques. Merci. En d'autres termes, là, principe de précaution, tu le prends, tu le mets en boule et, t'as compris, tu te l'insères là où on le pense. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 162e émission, il me semble, ou 161e, bref, de Justice Citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Nous sommes en direct pour cette émission à reparler notamment du sujet des antennes 5G que nous avions déjà évoqué à plusieurs reprises avec David lors de précédentes émissions. On vous invite à retourner les voir si nécessaire. Ce soir, on est en direct, on va reparler justement des antennes 5G, notamment pourquoi est-ce que les propriétaires s'inquiètent finalement, pourquoi est-ce que c'est un sujet d'inquiétude, notamment est-ce qu'on assiste à un déploiement encore massif, notamment d'antennes 5G en zone résidentielle. On va tenter de répondre à ces questions-là et tenter de répondre, entre guillemets, sur la valeur un petit peu de l'immobilier avec l'implantation de ces antennes 5G, notamment en zone urbaine, et l'impact notamment sur l'urbanisme. Pensez à liker, vous abonner aux 2 chaînes YouTube, David Guyon, avocat, et Pierrick Thévenon, si vous le souhaitez. Et nous prenons également donc vos commentaires, vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à la fin de l'émission. Bonsoir David, comment vas-tu ? Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. En forme comme d'habitude, et toi ? Eh bien écoute, en forme également. Je suis rentré du travail de ma seconde activité il y a pas longtemps également. Voilà. Merci à toi petite encore émission une fois du soir. de t'être rendu disponible. On est ravis de t'avoir avec nous comme d'habitude. On pense évidemment à s'abonner à ta chaîne. J'espère vraiment que tu auras l'occasion en 2026 de la monétiser parce que ce ne serait que partie remise. Ça te permettra, je l'espère, de travailler sur une meilleure caméra, un meilleur son et ainsi pouvoir nous rejoindre. Avec plaisir. Alors, mon cher Pierrick, tu as parfaitement planté le décor, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on fait une émission sur les antennes 5G. En revanche, la raison pour laquelle ce soir on en parle, c'est qu'il y a eu une réforme extrêmement importante qui s'est déroulée fin novembre 2025 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Évidemment, comme ça va avoir des conséquences sur tous ceux qui souhaitent s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G, il paraissait quand même évident qu'il fallait faire une émission sur ce sujet qui est quand même un sujet d'actualité. Si tu tapes antenne 5G sur Internet, c'est vraiment un sujet qui intéresse, qui inquiète énormément de Français, et ce, à juste titre, parce que, comme on l'avait déjà expliqué, l'ANSES, l'autorité nationale sanitaire, etc., j'ai plus l'intégralité de l'acronyme, dites-le moi en commentaire, eh bien, nous explique qu'elle ne connaît pas, enfin qu'elle n'est pas en mesure de nous dire s'il y a des nouveaux risques connus, donc ça veut dire qu'il y a des anciens risques, merci, et elle ne peut pas nous assurer qu'à l'heure actuelle, il n'y en aura pas sur le court, moyen et le long terme. En d'autres termes, là, principe de précaution, tu le prends, tu le mets en boule et, tu as compris, tu te l'insères là où on le pense, puisqu'évidemment, si on applique un principe de précaution et qu'on vous dit que dans les faits, ça ne s'applique pas, ça ne sert à rien d'écrire qu'il existe un principe de précaution. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, beaucoup de personnes sont extrêmement inquiets des antennes 5G. Malheureusement, je ne vais pas vous mentir, c'est un argument juridique qui passe très peu devant les juridictions, je vais même dire quasiment jamais, évidemment, sauf, et là on va faire un parallélisme avec les compteurs Linky, si vous avez des éléments médicaux avérés. D'accord ? Donc je sais que certains sont électrosensibles et que c'est quelque chose qui est extrêmement impactant d'avoir une antenne 5G à proximité de chez eux. J'ai le plaisir, l'honneur d'accompagner certains de mes clients sur ces sujets-là. Et donc là, vraiment, c'est risque. Donc c'est éléments médicaux avérés. D'accord ? Donc c'est pas simplement vous pensez que vous avez de l'électrosensibilité, on a des éléments médicaux qui sont indiscutables. Et là, le juge sera contraint et forcé, à mon sens, comme pour les compteurs Linky, de faire valoir vos arguments et de prononcer soit le démontage de l'antenne 5G, soit son déplacement, soit des mesures visant à faire en sorte qu'elle soit moins impactante. Donc ça, c'était pour le contexte des antennes 5G. Sujet extrêmement, on l'aurait compris, polémique, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les conséquences à court, moyen, long terme sur la santé. Quoi qu'il en soit, si on met de côté ce sujet-là, évidemment, avoir une antenne 5G à proximité de chez soi, ça peut aussi avoir un côté assez disgracieux. Vous aviez une super vue sur la Pampa du sud de la France, et d'un coup, vous avez une antenne en plein milieu de chez vous. Voilà, super, vous êtes content, vous aviez une villa qui valait 1 million d'euros, dorénavant, elle en vaut plus que 700 000.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une super antenne qui est plantée juste devant votre front de mer, alors qu'auparavant, vous n'aviez pas un seul bâtiment, un seul poteau qui venait comme une verrue au milieu du visage, gâcher la magnifique vue que vous aviez. Et vous savez qu'en matière d'immobilier, il y a 3 règles essentielles. L'implantation, l'implantation, l'implantation. Donc évidemment, si vous êtes implanté juste à côté d'une antenne 5G, voire plusieurs antennes 5G, c'est clairement un point négatif pour la valeur de votre propriété qui peut s'en retrouver significativement impacté. On l'a déjà évalué avec des experts immobiliers avec qui je travaille et on aura le plaisir, je pense, d'accueillir sur notre chaîne très bientôt un d'entre eux, Jérémy Hollingworth, qui m'accompagne dans l'évaluation de la perte de valeur résultant de l'implantation à proximité immédiate d'une antenne 5G par rapport à une propriété. Eh bien, on aura l'occasion d'en discuter. Et quoi qu'il en soit aujourd'hui, les éléments convergent pour expliquer que c'est 30% de la valeur du bien qui est dévaluée par la proximité immédiate d'une antenne 5G. Alors évidemment, si elle est à 500 mètres de chez vous, l'impact est moindre. Par contre, si elle est à 80, 100 mètres de chez vous, là, l'impact est carrément avéré sans qu'il y ait débat sur le sujet. Alors, la grande règle qui a évolué le 26 novembre 2025, vous ne l'avez probablement pas vu passer, et c'est normal, c'est un débat de spécialistes. Je l'ai vu parce que j'ai discuté avec des confrères qui font très majoritairement de l'urbanisme, et ces derniers ont posé des questions extrêmement intéressantes sur ce projet de loi qui a été adopté le 26 novembre 2025. Si vous relisez un peu l'exposé des motifs de cette loi, l'objectif est, on va dire, de rendre moins querellables, moins discutables les projets immobiliers. Vous le savez, il y a une crise du logement aujourd'hui, et qu'est-ce qui provoque notamment la crise du logement ? C'est notamment, pas exclusivement, mais notamment les recours contentieux, c'est-à-dire le fait de saisir le juge administratif pour contester l'implantation d'un immeuble, d'une maison, d'un projet d'urbanisme qui va avoir vocation à créer évidemment des logements privés ou publics. Et ça, c'est ce qui peut ralentir la construction de logements. Et vous le savez, en France, on a une véritable problématique sur le logement. Motif, donc, un des motifs, c'est de permettre de rendre le recours des tiers, c'est-à-dire le recours des voisins, un peu plus difficile pour justement permettre d'apurer plus rapidement, plus facilement les délais de recours contentieux qui sont de 2 mois et ainsi permettre à ces projets de sortir de terre plus rapidement. Vous le savez, en matière d'urbanisme, on conseille très régulièrement d'attendre l'épuisement des voies de recours des tiers pour ensuite commencer à construire et passer le premier coup de pelle. Ben oui, parce que si vous avez un immeuble à construire et que vous le construisez alors qu'il y a encore le délai de 2 mois pour contester l'autorisation et voir un contentieux devant le juge administratif, à la fin, si le juge vous dit qu'il faut détruire, il faut détruire. Et ça, on en a plein des exemples de grands projets d'urbanisme qui malheureusement sont sortis de terre et ont dû retourner à l'état de poussière du jour au lendemain. Parce que si vous méconnaissez une règle d'urbanisme, eh bien, c'est terminé pour vous. Donc là, ici, la loi du 26 novembre 2025 est venue encadrer ça. Il y a 2 innovations majeures, vraiment, et retenez-le bien parce que ça va vous impacter, ça va forcément vous intéresser. La loi du 26 novembre 2025 crée notamment un article L600-12-2 du Code de l'urbanisme. Évidemment, je vous ai fait un article aujourd'hui qui accompagne l'émission de ce jour, sur lequel vous aurez vraiment le plaisir de pouvoir retrouver les fondements juridiques de ce que j'avance aujourd'hui. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, prenez vous-même vos sources. Et donc cet article nous crée 2 règles vraiment très différentes, très importantes, vraiment très impactantes. S'il y a un truc à retenir, c'est là maintenant ce que je suis en train de dire. Première règle, quand vous faites un recours gracieux, c'est-à-dire que avant de saisir un juge, vous écrivez en prenant votre plus belle plume au maire et que vous lui demandez de revenir sur son projet. Revenir sur son projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit on dit qu'il n'y a plus de projet, plus l'implantation de l'antenne 5G ne se fait plus, soit elle se fait mais ailleurs ou dans des proportions plus restreintes. Bref, vous lui demandez de revenir sur son projet. Eh bien, vous ne pouvez le faire que dans un délai d'1 mois à compter de la date d'affichage sur le projet, sur l'emprise du projet. Vous n'avez qu'1 mois pour pouvoir saisir le maire. D'accord ? Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, votre recours gracieux, votre courrier, eh bien, il n'a pas pour effet de vous permettre de saisir le juge au-delà du délai de 2 mois suivant l'affichage de la décision d'autorisation d'urbanisme. On va traduire tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, quand vous voyez le panneau d'affichage
qui vous dit qu'il va y avoir une magnifique antenne 5G à proximité immédiate de votre magnifique propriété, ou, comme j'ai eu le cas malheureusement pour certains de mes clients, à proximité immédiate d'une école, alors qu'il y a déjà une dizaine d'antennes 5G autour d'un secteur de 200 mètres, eh bien, vous aurez la possibilité donc de saisir le juge dans un délai de 2 mois. Ok, ça c'est la règle. Si vous écrivez au maire pour lui dire « bon, on n'est pas très content », eh bien, c'est de la poésie, c'est de la flûte. Ça n'a aucun impact. Vous n'aurez toujours que 2 mois. Alors que la règle auparavant, c'était de dire on voit qu'il y a l'affichage, une autorisation d'urbanisme. Cette autorisation est affichée, elle mentionne correctement les voies et délais de recours. Vous écrivez au maire dans le délai de 2 mois et le maire a 2 mois pour vous répondre. Si jamais il ne répond pas ou si jamais il vous répond négativement, vous avez ensuite 2 mois pour contester. Là, ici, c'est terminé. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous écriviez ou non, ça n'a aucun impact. Okay ? La décision qui va intervenir et qui va rejeter votre recours, soit implicitement parce que l'administration ne répond jamais à votre recours, passé un délai de 2 mois, soit expressément. Donc là, on vous écrit, on vous dit bon ben non, ce projet il va avoir lieu. Eh bien, cette décision qui va naître, elle n'a pas d'effet juridique. La seule décision que vous pouvez contester, c'est celle qui autorise le projet. Les recommandations sont donc les suivantes, parce que non seulement vous n'avez qu'1 mois pour faire un recours gracieux, mais en plus, cette décision qui va intervenir ne va pas proroger la possibilité de contester la décision initiale. Ce qu'on vous invite à faire, vraiment c'est la recommandation ultime, c'est quand vous voyez une décision qui autorise l'implantation d'une antenne 5G, dites-vous que vous n'avez que 2 mois à compter de l'affichage pour contester cette autorisation. 2 mois et pas un jour de plus, et ce, contrairement auparavant, même si vous écrivez à la commune pour dire on n'est pas content et on a envie que cette décision elle prenne fin. D'accord ? Ça n'a vraiment plus aucun effet juridique de faire un recours gracieux. Donc d'abord vous contestez, et puis ensuite vous discuterez en parallèle. D'accord ? Mais le recours gracieux, aujourd'hui, est devenu totalement inutile. Vraiment, ça n'a plus aucun intérêt en matière, évidemment, de contentieux urbanistique. Donc là, ce que je dis ne vaut que pour le contentieux urbanistique. Ce qui est vraiment une dérogation par rapport au contentieux administratif traditionnel. Donc, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que justement, j'ai énormément de personnes qui venaient me voir auparavant en me disant « Écoutez, maître, on a écrit à la commune, on s'entend bien avec le maire, on sent qu'il va y avoir des discussions, on ne sait pas trop. Avant d'engager les moindres frais avec vous, parce qu'évidemment, engager un recours contentieux a toujours un coût, eh bien, on cherche quand même à discuter, à négocier. Puis on nous a promis qu'il y aurait une réunion dans 2 mois, donc on ne sait jamais, etc. Voilà les discussions que j'avais auparavant, ce qui concrètement, dans les faits, revenait à faire ce que je vous dis aujourd'hui. C'est-à-dire que le maire dit « Vous inquiétez pas, on va discuter ensemble dans 9 semaines. » Comme ça, vous voyez, vous avez discuté, mais en attendant, la décision est devenue définitive. Donc là, j'en avais un nombre incalculable de personnes qui se faisaient avoir et à qui je disais, bon, bah maintenant, j'espère que vous avez bien discuté parce que vous allez avoir cette antenne à proximité immédiate de chez vous. Voilà, il ne faut pas trop discuter. Donc là, maintenant, la stratégie est la suivante. On tape d'abord et ensuite on discute. Voilà, ça, c'est vraiment plus simple. Aujourd'hui, clairement, c'est ce que nous dit la loi. Elle nous dit, vous pouvez faire votre recours gracieux que dans le premier mois où la décision est affichée. Et si vous faites votre recours gracieux, ça n'a aucune incidence sur le fait que vous n'aurez que 2 mois pour contester la décision d'autorisation de l'antenne 5G. Donc voilà ce qu'il faut retenir, vous voyez, de l'émission, vous retenez vraiment ça, parce que ça change tout. Ça change tout parce que dorénavant, clairement, je ne proposerai plus à mes clients de faire des recours gracieux, puisque ça ne sert plus à rien. Ils pourront discuter, on pourra écrire à la commune, mais en fait, il faudra quand même saisir immédiatement le juge administratif, parce qu'on n'aura pas le choix. Ça sera notre seule session de contestation que nous aurons. La seule fenêtre de tir sera du premier jour d'affichage sur le terrain jusqu'au 2e mois, avec un délai franc, évidemment, de 2 mois. Donc, en d'autres termes, ça devient plus difficile, et évidemment, c'est une règle. Si vous venez voir votre avocat qui vient défendre, enfin, qui fait des divorces toute la journée, si vous le saisissez de ce contentieux, bon, si il est un minimum diligent, professionnel, et je sais que c'est le cas de la plupart de mes confrères, il vous dira, écoutez, ça c'est une usine à gaz, je m'en mêle pas, je vous laisse faire, d'accord ? Et saisissez un avocat. Mais vraiment, ne prenez pas l'avocat à côté de chez vous, c'est pas un voisin que vous avez besoin, c'est d'un avocat, d'accord ? Donc s'il est au bout de la France, mais que c'est lui qui est compétent sur ce sujet et qui s'y connaît, prenez-le. Voilà, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus, parce que là, clairement,
on a une chose-trappe procédurale qui va faire des dégâts, vraiment. Évidemment, quand vous contestez une décision d'urbanisme, vous le savez, vous écrivez au maire et vous écrivez au pétitionnaire, c'est-à-dire l'opérateur téléphonique qui porte le projet, qui va bénéficier de l'antenne. C'est à lui qu'il faut aussi écrire. Et il faut lui envoyer le projet de recours. D'accord ? Les pièces ne sont pas nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les pièces. Par contre, vous devez envoyer le projet de recours. Et ça, cette double notification, elle est indispensable. Sinon, c'est irrecevable. Pareil. Et enfin, comme on est dans un contentieux de l'urbanisme, vous devez justifier votre intérêt à agir. Là, pareil, on a de la jurisprudence à gogo. Encore une fois, d'être juste un voisin d'un projet d'implantation d'antenne 5G, c'est pas suffisant. Il vous faut justifier des conditions dans lesquelles ce projet va impacter vos conditions d'occupation de votre bien. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment indispensable. Autrement, vous ne pourrez pas obtenir gain de cause. Parce que le juge regarde d'abord si vous êtes recevable, et ensuite, il verra si les arguments que vous soulevez sont pertinents. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Faut vraiment pas rater ça. Partagez-le le plus massivement possible, parce que vraiment, on n'a pas médiatisé là-dessus dans les journaux grand public. Mais dorénavant, pour contester une décision d'urbanisme, écrire et tenter de résoudre amiablement ne sert plus à rien. D'accord ? Donc vraiment, retenez bien ça. Donc, le recours gracieux, qui était évidemment facultatif, ici devient totalement inutile. Ça ne sert plus à rien, vous arrêtez les recours gracieux, vous contestez d'abord. Okay, ça, c'est vraiment indispensable. Faire appel à un avocat, vous savez, quand on conteste une décision d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, ce n'est pas indispensable d'avoir un avocat, vous le savez, mais c'est une expertise. Et donc, évidemment, si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même indispensable. Rappelez-vous, il n'y a aucune loi qui vous oblige à faire appel à un dentiste quand vous avez une carie. Vous pouvez vous la retirer vous-même, mais vous ne le feriez pas, d'accord ? C'est pareil. Ici, c'est exactement pareil. Ne partez pas au front pour contester une autorisation d'implantation d'antenne 5G. Vous allez véritablement vous faire défoncer. Ok, vraiment, ça va pas faire un pli. J'ai régulièrement des personnes qui tentent seules de faire des recours. Franchement, les juges sont bienveillants. Bienveillants, pourquoi ? Parce que clairement, ils pourraient vous rejeter comme des malpropres en 2 temps, 3 mouvements. Avec les avocats, ils le font. Mais on sent qu'avec le particulier, ils essaient quand même d'être bienveillants. Mais à la fin, le résultat est le même. Ils ne peuvent pas vous donner gain de cause. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'irrégularités. Je vous donne un exemple. Si vous faites un référé suspension, et vous allez le faire parce que, évidemment, de contester l'autorisation d'implantation d'une antenne 5G n'a pas d'effet suspensif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'opérateur téléphonique peut très bien décider de se dire « Ok, vous contestez, moi je prends mon risque. Je vais quand même construire mon antenne. Et si jamais le juge vous donne raison, sachant qu'évidemment, vous allez comprendre, mais la fenêtre de tir pour obtenir gain de cause, elle est assez limitée. Si jamais le juge vous donne raison, je démonterai mon antenne. D'accord ? Il y a beaucoup d'opérateurs téléphoniques qui font ça, qui se disent « Bon, ok, on conteste, mais nous, on va quand même monter notre antenne. » Donc, la seule possibilité pour empêcher que l'antenne soit montée pendant qu'il y a un recours, c'est-à-dire une contestation devant un juge, eh bien, vous allez devoir faire le référé de suspension. Je rappelle, la contestation devant un juge peut durer 12 mois, 18 mois, ça peut durer un petit moment, une année. Et pendant ce temps-là, l'opérateur téléphonique peut très bien construire ses antennes. Donc la seule possibilité que vous allez avoir, ça va être de faire un référé suspension. Ce référé suspension, c'est ce qui va vous permettre, dans une dizaine de jours, d'obtenir la suspension de l'installation de l'antenne 5G. Et à partir de ce moment-là, ça va pouvoir vous permettre de temporiser et de stopper les travaux. Alors, évidemment, le référé suspension, encore une fois, il est assorti d'un certain nombre de règles procédurales. Je vous en donne 2 parce que c'est les plus évidentes. Et vous allez voir à quel point, en fait, on peut vraiment se faire avoir quand on est un particulier. La première chose, c'est que quand vous faites un référé suspension, il faut que ce soit 2 procédures distinctes. D'accord ? Vous faites votre recours en annulation et conjonction de coordination. Un référé suspension. 2 requêtes distinctes. Donc, si vous deviez le faire sans un avocat, sur Télérecours, vous devez bien ouvrir 2 dossiers distincts. D'accord ? Première règle, parce que beaucoup disent non, on saisit Télérecours, je mets tout à l'intérieur, le juge s'en est pas tout grave. Ça, malheureusement, beaucoup de gens viennent me voir, me disent moi, j'ai tout mis au même endroit. Bon, ça, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que quand vous faites votre référé suspension, vous devez, dans les pièces de votre dossier, mettre une copie de votre requête, c'est-à-dire le recours en annulation. D'accord ? Ça, bien souvent, malheureusement, beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils font un référé tout seul, il n'y a pas de recours en annulation, donc déjà, ça, c'est irrecevable. Et derrière, il n'y a pas de copie du recours en annulation, c'est normal, ils ne l'ont pas fait. Donc là, ça ne fait pas un pli, le juge n'a pas vraiment le choix, il doit vous le rejeter, ce sont des irrégularités manifestes, c'est vraiment
Là, c'est de l'amateurisme, mais c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas une formation, vous n'avez pas fait 8 ans de droit. Donc évidemment, cette expertise, vous ne l'avez pas. Et donc, vous vous retrouvez avec une décision de rejet qui, à aucun moment, discute du fond du projet. On ne discute jamais de l'installation de l'antenne, on ne discute jamais des conditions de sécurité, de santé, des règles d'urbanisme. On n'est pas sur le fond du dossier, on est vraiment sur vous avez fait un référé, il n'y a pas de recours en annulation. Vous avez fait un référé, mais j'ai pas la copie de la requête. Vous avez fait un recours, mais vous n'êtes pas dans les délais. Vous avez fait un recours, mais on ne sait pas où vous vous situez par rapport au projet. Donc, vous voyez vraiment des règles procédurales extrêmement basiques, mais qui malheureusement, si vous n'avez pas cette expertise en matière d'urbanisme, vous vous faites défoncer. Voilà, encore une fois. Donc là, avec cette nouvelle règle issue de la loi du 26 novembre 2025, là, clairement, vous allez vraiment vous faire défoncer une nouvelle fois. C'est vraiment malheureux, mais rien n'est fait pour qu'un particulier sans avocat puisse s'en sortir. Et en parallèle, le législateur ne rend pas obligatoire le fait de faire appel à un avocat. Parce qu'on pourrait se dire, le législateur va rendre extrêmement complexe l'accès au juge en matière d'urbanisme. Vraiment, c'est vraiment un casse-tête. Il faut faire attention, il y a énormément de règles et les règles évoluent. Mais pour autant, il ne rend pas obligatoire l'avocat. Rendre obligatoire l'avocat, certes, ça fermerait le prétoire à énormément de personnes. Mais en réalité, ça optimiserait les chances de succès d'énormément de recours qui sont engagés et qui manifestement sont irrecevables. Et ça, je vous assure que j'en ai vraiment un paquet qui viennent me voir en me disant « Bon maître, on a fait notre recours, on attend de voir le résultat et on vous tient au courant. » Ah bah le résultat... il arrive 2 mois plus tard, parce qu'évidemment, le juge ne vous rejette pas tout de suite. Il attend que le délai de recours contentieux soit passé. Comme ça, quand il vous informe que vous avez fait n'importe quoi, vous ne pouvez plus contester. Et là, moi, j'arrive derrière et je dis « Ah, c'est dommage, parce que on ne peut plus rien faire, en fait. Là, c'est terminé. Les choux, les carottes sont cuites. Prenez vos bagages et partez. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Là, c'est terminé. Hein. Donc, vendez votre maison parce qu'elle va perdre 30% de sa valeur et allez ailleurs parce que là, il y a effectivement 15 antennes 5G qui arrivent qui vont s'installer dans votre secteur. Donc là, c'est vraiment malheureux, mais malheureusement, c'est pas faute de prévenir. Enfin, il y a un autre point sur lequel il convient de revenir, c'est la question des collectifs. Ah, ça, qu'est-ce qu'on adore les collectifs. Mais c'est normal, c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Voilà, donc on fait des collectifs, voilà, okay, mais ça ne sert à rien. Moi, je vous le dis, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'un collectif n'a pas de personnalité juridique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous devez contester, il faudra le faire, vous, personnellement, vous engager personnellement dans le projet. Donc vous allez me dire, si on ne fait pas de collectif, on n'a qu'à faire une association. Ah oui, évidemment. Mais là aussi, le législateur est intervenu et il a bien compris que les gens, pour éviter des condamnations aux frais irrépétibles, c'est-à-dire de payer les frais d'avocat de la partie adverse, ce qui malheureusement en matière d'urbanisme peut arriver, hein, évidemment, comme dans tout contentieux, eh bien le législateur a prévu que l'association doit avoir un objet social évidemment en lien avec les autorisations d'urbanisme que vous allez contester. Donc attention à la rédaction avec laquelle vous allez rédiger votre clause sur l'objet social. Et la deuxième chose, c'est que votre association, elle doit avoir au moins 1 année d'ancienneté avant la notification de la décision d'autorisation d'urbanisme. Donc, bien souvent, on constitue son association une fois que le projet d'urbanisme est autorisé. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas agir avec une association. Alors, vous me direz, on n'a qu'à faire des pétitions. Là aussi, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, vous l'avez compris. Donc là, pareil, ça sert à rien. Voilà, les pétitions, c'est sympa, ça fait couler de l'encre, ça fait du bien à l'ego, mais ça n'a aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Certains de mes clients m'avaient dit, mais maître, on aurait peut-être dû faire une pétition. Oui, on aurait dû faire une pétition, une danse du feu également, et puis évidemment, faire un collectif sur Internet, un groupe Facebook. C'est sûr, ça aurait changé la donne. D'ailleurs, si ça changeait la donne, tout le monde le saurait. Voilà, donc non, ça ne sert à rien, mais c'est gratuit. D'accord ? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Enfin, la dernière erreur que beaucoup de personnes font, c'est de se dire, OK, on va faire un collectif. On est 10 voisins autour de la table hein, et on va contester les antennes 5G. Et donc, vous connaissez le principe, hein, quand on a un groupe, souvent il y a de l'inaction. Donc, les quelques rares motivés parmi un groupe de 10, il va peut-être y en avoir 2-3. Et puis parmi les 2-3, en fait, ils vont se laisser engrainer par la dizaine qui sont là et qui n'ont pas envie d'agir. Pourquoi ? Parce que faire un contentieux, ça a un coût, et puis ça va être long, puis ça va être stressant. C'est vrai, mais c'est votre seule solution. En fait, malheureusement, lorsqu'on parle de contentieux d'urbanisme et qu'on est sur une décision qui a été autorisée par le maire, oui, l'avocat est un peu le dernier recours. Donc c'est celui qu'on avait le moins envie de voir à ce moment-là, mais c'est votre seule solution.
Pourquoi? Parce que si vous ne faites rien, la seule certitude que vous aurez, c'est que l'autorisation va permettre l'implantation de l'antenne 5G et que cette antenne elle va s'installer à proximité de chez vous. Ça, c'est la certitude que vous aurez si vous ne faites rien. Si vous faites quelque chose, on va le voir juste ensemble, restez bien jusqu'au bout de l'émission. Abonnez-vous, partagez, évidemment, parce que là, je vais vous donner les 2-3 astuces qui, personnellement, ont permis, dans certains de mes dossiers, de faire la différence. Donc, cette réforme du 26 novembre 2025, elle est passée un peu inaperçue. Et pourtant, elle va avoir des conséquences redoutables pour tous ceux qui ne connaissent pas l'impact de cette réforme, puisque de rédiger un recours gracieux, donc de demander au maire de revenir sur le projet, n'aura plus aucune conséquence juridique et ne vous empêchera plus de devoir contester immédiatement, sans perdre de temps, les projets d'autorisation d'urbanisme en matière d'antenne 5G. Alors, on va venir sur ce dernier point. Évidemment, le dernier point, c'est on fait quoi lorsqu'on a une autorisation d'implantation d'une antenne 5G? Première chose, on a 2 types de contentieux qui s'ouvrent à vous. Le premier, c'est le juge administratif. On conteste l'autorisation d'implantation d'une antenne 5G. Vous allez me dire, oui, ok, mais on sait qu'on a peu de chances de succès. Oui, et bon, entre une certitude d'avoir l'implantation d'une antenne 5G et des chances réduites d'obtenir l'annulation de cette implantation, évidemment, votre choix doit vaciller en faveur de la perspective, même faible, d'une annulation. Parce que, en matière d'antenne 5G, on est surtout dans un contentieux de l'urbanisme. Alors, vous allez me dire, ok, mais on peut aussi soulever des règles relatives aux règles sanitaires. Oui, on va les soulever, évidemment, parce que parfois, on peut avoir de bonnes surprises. Il peut y avoir, évidemment, on sait qu'on a un niveau d'onde électromagnétique à ne pas dépasser. Bon, si ces seuils sont dépassés après notamment la mise en place et la mise en service de ces antennes, c'est quand même bien de le savoir. On sait aussi que ces antennes ne peuvent pas toujours être implantées en tout domaine et en toutes circonstances. Donc, on a des règles d'implantation qui peuvent venir impacter les projets d'installation d'antennes 5G. Et enfin, comme tout projet d'urbanisme, il y a quand même des règles d'urbanisme qui s'appliquent et qui peuvent conduire à l'annulation d'un tel projet. Donc, il n'y a pas moins de chances de succès que pour d'autres projets. Il faut simplement considérer que, évidemment, on est sur un contentieux de l'urbanisme et qu'à partir de ce moment-là, on a quand même une panoplie d'arguments juridiques que nous pouvons soulever. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le juge judiciaire. Le juge judiciaire, pourquoi? Parce que si vous êtes notamment un propriétaire et que votre maison a perdu 30% de sa valeur, évidemment, vous pouvez invoquer ce qu'on appelle la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ah oui, c'est anormal de perdre 30% de la valeur de son bien parce qu'on a une antenne 5G qui vient s'installer à proximité immédiate de son habitation. Ici, le juge judiciaire ne pourra pas prononcer la démolition de l'ouvrage, sauf si vous faites annuler l'autorisation d'urbanisme, raison pour laquelle vous devez faire ces contentieux en parallèle, soit en même temps, soit successivement. Si vous n'obtenez pas l'annulation de l'implantation d'une antenne 5G, rien ne vous empêche jamais de négocier en parallèle avec l'opérateur téléphonique. Et oui, parce que si votre maison elle vaut 1 million d'euros et que vous avez perdu 30% de la valeur, c'est-à-dire 300 000 euros, pour une antenne 5G, ça peut faire un peu cher à l'installation. Et dans ce cas-là, vous allez amener à la table des négociations, parce que enfin, vous avez des moyens de pression, vous allez pouvoir amener à la table des négociations l'opérateur téléphonique et pourquoi pas obtenir une négociation pour modifier l'implantation ou revenir sur des proportions plus raisonnables de ce projet. Quoi qu'il en soit, la seule certitude que vous avez, c'est la mort, les impôts et le fait que si vous ne faites rien, vous avez déjà perdu. En d'autres termes, et si on pouvait conclure, avant qu'on passe sur la phase de questions-réponses, ce qui est important, c'est d'être réactif. Quand vous constatez qu'il y a une autorisation d'implantation d'une antenne 5G, vous ne perdez plus de temps et vous allez directement saisir un avocat. Quand vous saisissez votre avocat, vous ne prenez pas l'avocat à côté de chez vous, vous prenez l'avocat qui est le spécialiste de la question ou en tout cas un contentieux qui est habitué au contentieux urbanistique et qui sera parfaitement informé du fait que depuis le 26 novembre 2025, faire un recours gracieux n'a plus aucune conséquence juridique. Vous contestez d'abord devant le juge administratif, vous discutez en parallèle et évidemment, si vous voulez accentuer la pression, vous saisissez le juge administratif et vous réalisez une expertise immobilière qui vous permettra d'évaluer très précisément la perte de valeur de votre bien, ce qui vous permettra de vous asseoir à la table des négociations et de dire voilà le coût de mon préjudice,
est-ce qu'on négocierait pas un petit peu pour justement permettre de sortir par le haut de ce contentieux, tout en maintenant la pression à la fois sur le contentieux de l'urbanisme et à la fois sur le contentieux de l'indemnisation devant le juge judiciaire. Voilà ce qu'il en était pour toutes nos explications. Venez poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Et là, on passe à la phase questions-réponses en direct. Et bon, en tout cas, merci à toi pour cette présentation et pour nous montrer que finalement, on n'a plus vraiment beaucoup de possibilités. Voilà comment est-ce qu'on pourrait en conclure. On a une question à 20h33 de drôles de dames, notamment en même temps. Comment y échapper? Elles sortent de partout comme on dévot mauvaises herbes. Alors, comment y échapper? On ne peut pas vraiment y échapper. En réalité, la technologie des antennes 5G, elle a des avantages, c'est qu'elle évidemment, elle permet de diminuer la latence, elle permet d'augmenter le nombre d'objets connectés et évidemment les vitesses de téléchargement. Donc c'est que là, clairement, je vous donne un exemple, mais quand on est une entreprise, par exemple, comme un cabinet d'avocats dans lequel on tourne de la vidéo en direct, on a énormément de personnes qui utilisent Internet, avoir évidemment une très bonne connectique, ce sont des gains de productivité qui sont extraordinaires. Donc on comprend la nécessité pour une nation de pouvoir mettre à jour, faire évoluer ces infrastructures, notamment en matière de télécommunication. Donc là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que oui, aujourd'hui, à l'ère du digital, du numérique, avoir une connexion Internet qui soit compétitive, c'est indispensable pour une nation dont on sait que, évidemment, la manière dont elle va rester dans l'histoire va dépendre énormément de l'évolution de ces infrastructures. Donc là, clairement, c'est quelque chose sur lequel on peut tous être d'accord. En revanche, l'inconvénient, c'est que les antennes 5G ont une portée qui est limitée et donc on a la nécessité de prévoir des antennes relais et donc d'augmenter le nombre de ces antennes un peu partout sur le territoire pour assurer une couverture optimum, sachant que dans le projet France 2030, il est prévu la disparition des zones blanches et d'avoir une installation uniforme sur l'ensemble du territoire français. Donc, nous sommes en 2026. Il est clair que dans les 4 prochaines années, des antennes 5G vont fleurir partout sur le territoire français. Nous n'y échapperons pas. La seule question, c'est est-ce qu'on va pouvoir s'opposer quand même aux projets qui sont superfétatoires, c'est-à-dire celles qui n'apportent aucune plus-value en matière de couverture? Parce que, attention, on a notamment en matière de téléphonie des opérateurs qui se mènent une concurrence extrêmement rude et qui auront tendance parfois à privilégier d'avoir leurs propres installations, quand bien même une antenne 5G à proximité est déjà installée et qu'elle couvre l'intégralité du territoire. Donc ça, c'est un des périmètres qui est extrêmement important. D'ailleurs, on sait qu'on a une carte interactive des antennes 5G. Ça peut être un élément qui peut être soulevé dans un contentieux urbanistique en disant, regardez, la couverture est déjà optimale. Il y a déjà un opérateur téléphonique qui a une antenne 5G à proximité. Et là, on voit bien que la seule raison pour laquelle il y a un nouveau projet d'antenne 5G, c'est que l'opérateur veut son antenne à lui. Ça, évidemment, ça peut être contesté, ça doit être contesté systématiquement chaque fois qu'une antenne 5G n'est pas indispensable à la couverture nationale de l'antenne 5G. Et en tout cas, encore une fois, merci à toi. On a également une autre question de drôle de dame à 20h43. On aura 2 mois pour contester, toutes choses égales par ailleurs. Si l'on est seul à contester, quel sera l'impact? Aucun, ce ne sont pas des recours collectifs. Il n'y a pas d'impact à contester seul ou à plusieurs une antenne 5G. Le seul intérêt que je trouve en matière de contestation d'antenne 5G, c'est sur le plan indemnitaire. C'est-à-dire évidemment, si vous êtes 3 grands propriétaires de villas à 1 million d'euros qui sont directement impactés par une antenne 5G et que vous venez tous les 3 présenter des demandes indemnitaires justifiées comptablement et par une expertise de 300 000 euros chacun, vous êtes à 900 000 euros d'indemnisation tous les 3. Oui, ça accentue quand même la pression sur l'opérateur téléphonique. C'est là où c'est un intérêt. Mais bien évidemment, en matière de contentieux urbanistique, ce n'est pas nécessaire que vous soyez 10, 15, 20, 30 dans le projet. Le seul élément intéressant, quand on est sur la contestation de l'autorisation d'urbanisme devant le juge administratif, c'est la proximité de votre bien par rapport à l'antenne 5G. Si vous êtes un groupe de voisins impactés par l'antenne 5G, clairement, dans ce groupe, il vaut mieux qu'on ait ceux qui sont en première ligne avec un visuel direct et le plus proche de l'antenne, parce que clairement, vous allez augmenter vos chances de succès pour aller contester sur le fond l'installation de l'antenne. Alors que si vous n'avez que les voisins qui sont au fond du jardin, de l'autre côté, à 300 mètres, à 500 mètres, qui n'ont aucun visuel et qui sont éloignés de l'antenne, là, clairement, la possibilité de discuter sur le fond de la légalité de l'implantation sera beaucoup plus difficile.
Donc c'est les seuls cas où j'estime que d'être plusieurs peut avoir une plus-value. Mais clairement, s'il y a une seule personne qui vient me saisir en me disant moi l'antenne est à proximité immédiate de chez moi, ça m'impacte, j'ai une perte de valeur, je n'ai pas besoin que l'intégralité de ses voisins se joignent à la procédure parce que, rappelez-vous, très souvent, entre l'action et l'inaction, les gens choisissent l'inaction. Merci à toi. Et ensuite, une question de Bloom à 20h58. Quelles sanctions financières prévues en cas de détérioration d'une antenne ? C'est une infraction pénale en fait. C'est la détérioration d'un bien appartenant à autrui. C'est une infraction pénale. Là, il faudra se reporter sur le code pénal. On a une peine encourue et ensuite la peine prononcée va dépendre évidemment de votre niveau de richesse. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes devant le tribunal correctionnel, on vous demande toujours de justifier de vos revenus. Merci à toi. Et la dernière question qu'on a de Enya Adeline. Coucou Enya. Coucou Adeline, pardon. La 5G danger pour la santé, est-ce vrai ou pas ? Donc, comme tu le disais en début de live, si j'ai bien entendu. On ne sait pas. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne sait pas. L'ANSES vous dit, on ne peut pas vous dire s'il y a des risques nouveaux à moyen, court et long terme. Donc, il y a des risques anciens, moi je n'étais pas au courant. Et le fait qu'on ne puisse pas vous garantir, et qu'on vous dise c'est en l'état des connaissances scientifiques actuelles, c'est pas très rassurant. Rappelez-vous, on a eu droit aussi à un produit expérimental où on nous a dit qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'y avait pas de souci. Bon, vous remercierez toutes les victimes qui aujourd'hui s'en plaignent. Et d'ailleurs, j'en profite, un petit aparté, j'aurai le plaisir d'être à Vierzon pour la 3e édition de la conférence sur les effets secondaires des injections expérimentales. Donc si vous êtes à Vierzon le 31 janvier et le 1er février, sachez que j'y serai toute la journée du samedi et ce sera un plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer. Merci à toi. On avait juste un commentaire que Gauthier nous a mis de côté également. De Christiane Sutter, il fallait déjà être au courant, le savoir, l'implantation de cette antenne 5G. Alors comment est-ce qu'on a l'information finalement que l'antenne 5G va être implantée ? Il me semble que tu l'as reprécisé en début d'émission. Je le reprécise. Effectivement, comment on peut être informé ? Simplement, en fait, normalement, vous devez avoir un affichage qui est visible sur la voie publique. D'accord ? Donc, par exemple, soit vous êtes sur une parcelle nue de rien, donc une parcelle agricole. Souvent, les opérateurs téléphoniques aiment bien ça. Là, vous devez avoir sur la voie publique un panneau d'affichage qui vous dit qu'il va y avoir une construction d'une antenne 5G. Si vous êtes sur une antenne qui va être montée sur un toit d'un grand immeuble, souvent c'est ce qui est privilégié en zone urbanisée, dans ce cas-là, vous devez avoir un panneau d'affichage sur l'immeuble, visible sur la voie publique, qui vous notifie, qui vous permet de vous informer sur les délais voies de recours et qui vous indique toutes les informations prévues par les dispositions du Code de l'urbanisme. On a un article, normalement, R421-5 du Code de l'urbanisme, je ne sais plus si c'est ça exactement, qui vous donne les informations qui doivent apparaître sur le panneau standardisé. C'est un panneau que vous trouvez à Leroy Merlin ou dans n'importe quel magasin de travaux et qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir contester en temps utile l'autorisation. Donc attention quand vous vous promenez dans la rue, regardez bien sur les bâtiments, sur la voie publique. Généralement, ce sont des panneaux qui sont quand même assez gros, donc on les voit. Merci à toi. Dernière question de drôle de drame, 21h03. J'ai cru que drôle de drame en fait. Jeu de mots. Autre question s'il vous plaît. Quand j'ai acheté, il y avait déjà une antenne relais, mais pas sous technologie 5G. Y a-t-il un recours ? Oui, effectivement. À partir du moment où vous avez une antenne relais, donc il y a déjà une infrastructure. Si on monte une antenne 5G, il faut une autorisation d'urbanisme. Si vous ne modifiez pas l'implantation, la réglementation, et à ce moment-là, vous avez un nouveau délai de recours de 2 mois qui va courir et qui va vous permettre de contester. Évidemment, s'il y avait déjà une antenne préexistante, on peut considérer que votre intérêt à agir est plus discutable. Et ça, encore une fois, vous ne pourrez pas le savoir si vous ne contestez pas. Alors moi, j'ai juste, pour terminer, une question, mon cher David. Est-ce qu'un maire, lui, a la possibilité de s'opposer de lui-même déjà à l'installation d'une antenne 5G ? Non, effectivement, c'est d'ailleurs un des grands drames, c'est que les communes, les maires notamment, n'ont aucun pouvoir pour s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G pour des raisons de santé publique. Attention. Évidemment, ils peuvent s'opposer à une autorisation d'urbanisme, déclaration préalable ou permis de construire, dès lors que les règles d'urbanisme traditionnelles ne sont pas respectées. Ça, évidemment. En revanche, ils ne peuvent pas s'y opposer pour des raisons de santé. Ce qui fait qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois, ils essayent de satisfaire les intérêts des contribuables en indiquant qu'ils font leur maximum pour s'opposer à leur projet,
un projet d'implantation d'antenne 5G. Et de l'autre côté, ils ne peuvent pas vraiment s'y opposer parce que s'ils le font, ils savent qu'ils auront un procès et qu'en plus, ils seront parfois condamnés au paiement de frais irrépétibles parce que clairement, la jurisprudence aujourd'hui est très claire sur le sujet. Ok, merci. On a une dernière question là, qui est arrivée de Bloom. 21h05, des voies de recours sans possibilité réelle de recours. Quel intérêt? Alors, s'il y a des voies de recours, c'est qu'il y a des possibilités d'obtenir gain de cause. Maintenant, ces possibilités, évidemment, elles sont assez faibles, notamment si on invoque uniquement des raisons de santé publique, mais pour autant, elles ne sont pas inexistantes. Pourquoi? Parce que vous avez des règles d'urbanisme qui s'appliquent et qui parfois, malheureusement, sont méconnues par les opérateurs téléphoniques. Enfin, malheureusement ou heureusement pour nous, mais malheureusement, lorsqu'ils ne sont pas contestés, on a des décisions illégales qui vont prospérer, donc ça, c'est quand même bien malheureux. Et donc, évidemment, ce qui ne sert à rien, c'est de rien faire. Et comme je l'ai expliqué, ma chère Bloom, il y a la légalité et puis il y a la négociation. C'est-à-dire, vous pouvez contester, c'est parfaitement légal, mais à côté, vous arrivez à négocier avec l'opérateur téléphonique et puis il revient sur son projet et il dit « Ouais, vous avez raison, on va aller se mettre plutôt sur la colline là-bas à 300 mètres, ne sera pas visible de chez vous et en plus, ça permettra d'assurer exactement la même couverture. » Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir. Donc, ça fonctionne. Maintenant, évidemment, il faut rentrer dans un fight avec les opérateurs téléphoniques qui, aujourd'hui, oui, ont une mission d'installation des antennes 5G pour moderniser les infrastructures. Je propose qu'on pose, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, des questions là depuis. Savez-vous qui paye pour ces installations? Sur les opérateurs téléphoniques. Après, est-ce qu'il y a des aides publiques pour favoriser ces installations? Très probablement. Là, je ne suis pas forcément informé sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce sont les opérateurs téléphoniques qui peuvent racheter les terrains ou louer les terrains et qui procèdent évidemment à un déploiement de leurs installations. Je me permettrai, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus aussi également, certainement. Petite remarque d'une manière globale, alors, je pense qu'on peut se plaindre de pas mal de choses. Il y a quand même, c'est pour ça que je te redemandais la première, mais si on veut vraiment que les choses changent, je pense vraiment qu'il va falloir, alors je me mets dedans, en fait, finalement, qu'on reprenne les places du pouvoir, que ce soit à l'échelle, alors je sais, oui, les élections, machin, c'est déjà cousu d'avance, machin, etc., etc. Mais il n'empêche que quand je vois, déjà ne serait-ce qu'à l'échelle locale quand même, des fois, ce qu'il est possible de faire, ou de ne pas faire, mais déjà de faire à l'échelle locale, à l'échelle d'une mairie. Quand je vois le nombre de citoyens finalement qui se plaignent à juste titre de pas mal de choses, mais qu'on se saisit pas, par exemple, des municipales 2026 là pour faire des listes citoyennes, essayer de reprendre déjà nos communes qui permettent de se présenter au niveau des communautés de communes et pouvoir lancer des projets, ou au contraire essayer de s'opposer davantage à des projets également. Malheureusement, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, hein, mais j'ai envie de dire, si d'une manière globale, on laisse tout faire aussi. Voilà. Je sais que c'est pas spécialement les postes les plus intéressants. Enfin, les plus intéressants, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se lancer en politique, mais il y a un moment donné, tous ceux qui se lancent en politique, ils vont mener ces projets-là, etc., etc. En fait, il y a des places à prendre, ils les prennent. Voilà. Si nous, après, on veut pas les prendre, je ne pense pas que ces gens-là qui ont voulu prendre la place et qu'on leur a laissé, ils vont nous dire, maintenant que vous n'êtes pas content, on va vous écouter, quoi. Enfin, quand on y réfléchit bien, c'est presque improbable, surtout pour des gens qui veulent absolument le pouvoir. Donc forcément, on peut contester autant de choses. Moi, ce que je trouve quand même dommageable, c'est que là, on parle de juridique, mais d'une manière globale, si on voulait que les choses changent un petit peu aussi, il faut vraiment se remparer en fait de toutes les places du pouvoir, que de l'échelle à l'échelle locale, comme une mairie, à l'échelle communautaire, comme les communautés de communes, à l'échelle départementale, au conseil départemental, à l'échelle régionale, les conseillers régionaux. Voilà, il y a tous les gens qui proposent, qui propulsent, pardon, j'ai parlé trop vite, qui propulsent tous ces projets-là, ils ont pris toutes les places, on va dire, qu'il fallait prendre. Voilà. La députation, etc. Donc j'ai envie de dire également, encore une fois, re-responsabilisons-nous, reprenons éventuellement, montons des listes. Je ne sais pas si c'est trop tard là pour les élections de mars 2026, je ne sais plus quelle est la date d'échéance pour proposer des listes, mais ça fait quelques mois, je dis à certains, mais montez des listes, montez des listes citoyennes dans vos villages, etc. Il y a plein de choses super intéressantes à faire à l'échelle locale. Montez des listes. Mais je vois personne qui monte de liste. Et à un moment donné, je me dis, de quoi va-t-on se plaindre lorsqu'on a abandonné toutes les places du pouvoir qui permettent de changer les choses de l'intérieur, d'ailleurs. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, à ce jour, il n'y a que grossièrement 2 solutions, finalement, si on veut changer les choses.
c'est soit le coup d'État, on va dire, par l'armée, c'est pas spécialement ce que je souhaite, puisqu'après, c'est la loi du plus fort qui s'impacte, soit éventuellement, c'est reprendre certaines places à différents endroits, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., etc., etc. Voilà. Il n'y a que ces deux solutions-là, hein. C'est factuellement parlant, il n'y a pas d'autre solution. Donc à un moment donné, il va falloir y aller si on veut changer. Faut pas espérer que ceux qui rêvent de pouvoir, ceux qui sont déjà en place depuis des années, tous ceux qui propulsent toutes ces choses-là dont on se plaint, contre lesquels on essaie de lutter, à un moment donné, si on leur laisse la place, j'ai envie de dire, de quoi peut-on s'étonner ? Je me mets dedans, encore une fois, hein, je sais, c'est facile à dire, mais ils vont pas nous redonner, on va dire, se dire, tiens, du jour au lendemain, tiens, je vais me mettre à écouter les citoyens, eux, qui veulent pas la place, qui me l'ont laissé, tiens, je vais commencer, on va dire, à les écouter. Ils ont pas envie de vous écouter. Ils ont pas envie de nous écouter. Voilà, bon, bref. Voilà, je faisais un peu plus général, j'ai débordé de la 5G, mais plus le temps passe, plus je me dis, mais en gros, j'aime bien une expression qui dit « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Des fois, j'ai l'impression que je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se l'auto-appliquer puisque finalement, on a tout délaissé là où il y a encore un petit peu de démocratie qui se réalise. Je me dis, si on veut un autre président pour propulser un candidat, il faut être, vous savez, il y a ceux qui peuvent parrainer, donc je crois qu'il y a les conseils régionaux, donc les maires et autres qui peuvent propulser. Je veux dire, allons prendre les places qui permettent de parrainer, d'avoir les 500 signatures pour proposer, par exemple, un candidat citoyen, si on voulait, on va dire, éjecter les autres partis politiques. On le fait pas. À un moment donné, voilà. Je suis pas en train de dire que ça valide ce qui se produit actuellement. Voilà pour ça. Voilà, je pense qu'on... C'est bon, j'en ai terminé. Alors, de quoi parle-t-on la semaine prochaine, mon cher David ? Eh bien, mon cher Pierrick, si vous avez aimé et adoré cette émission, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. On compte bien arriver aux 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2026, 67 000 aujourd'hui, donc on compte sur vous. La semaine prochaine, on parlera de harcèlement moral et notamment de harcèlement scolaire. Voilà, évidemment. Pourquoi on va en parler lors de l'émission la semaine prochaine ? Parce que vous le savez, à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai, vont débuter les demandes d'autorisation d'instruction en famille. Et Dieu sait qu'une grande partie de ces demandes d'IEF sont souvent, malheureusement, sollicitées en raison de situations de harcèlement scolaire. On a clairement ici des défaillances systémiques pour lesquelles, malheureusement, l'État n'est pas en mesure de répondre, sauf quand on a une issue fatale extrêmement dramatique. Là, ça fait la une de tous les médias et l'État s'empare du sujet. Donc là, clairement, on va essayer de vous apporter un certain nombre d'explications sur ce qu'il est possible de faire, les stratégies à mettre en place et les recours juridiques qui sont à votre disposition et qui devraient, à mon sens, être davantage utilisés parce que il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra faire changer les choses. Et donc, on aura le plaisir la semaine prochaine de vous parler de harcèlement scolaire. Et bon, en tout cas, merci à toutes et tous. Pensez à vous abonner, liker, partager, notamment sur vos réseaux, Facebook, etc. Donc, David Huguillon, avocat pour la chaîne YouTube, Pierrick Thévenon pour ma chaîne YouTube à moi également. Et on se retrouve donc lundi en direct. Attendez, je vérifie au cas où que je ne sois pas garde de nuit. Si, c'est ce qui me semblait. Je ne serai pas avec vous lundi soir parce que je suis de garde de nuit, donc je laisserai David faire l'émission seul. Nous serons présents. On te représentera, mon cher Pierrick. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée à toutes et tous. Merci. Comme tu dirais, générique. Pierrick, générique. Bonne soirée à tous.